Salut à tous et salut à toutes, nous revoilà donc pour la 10e partie de The Witness. On s'était arrêté dans la grotte la dernière fois, on n'avait pas réussi à passer cette étape. Donc aujourd'hui, c'est parti. Donc c'est chronométré hein, comme toujours. Le but c'est d'aller le plus vite possible à la sortie. Ah merde, c'est pas le bon chemin, ça commence bien. Ah merde. Déjà on a perdu pas mal de temps là. Hein. Ça m'étonnerait que j'arrive à le faire maintenant parce qu'on a quand même perdu énormément de temps. Mais bon. Non, mais ça peut pas être comme ça de toute évidence. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cet enfer? C'est casse-couille en vrai. Hein. C'est très très long. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Voilà. Allez, on peut peut-être y arriver finalement. On n'est pas à la fin de la première chanson. Et on est déjà aux énigmes. Voilà, où il y en a une qui est possible et pas les autres. C'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Peut-être plus celle-ci. Ah non. Putain, c'est fou. Non, ça c'est pas possible. Ah là on est dans la merde par contre parce que vraiment il nous reste que... Là on y est là. Je suis sûr que c'est celui-là en plus qui...
Alors. Bon, on va essayer un autre. Non. Ils sont durs, hein. Franchement, ils sont très très durs, hein, ces putains de trucs là. J'arrive pas à passer celui-là, c'est très agaçant. Ah, ça ira pas. Ah oui. Ah merde, c'était bien celui-là en plus. Fait chier. Ah, c'est foutu. On est bon pour recommencer. Là c'est bizarre, on a réussi à aller jusqu'au bout. Mais on n'a pas vu de... Je sais pas, normalement on est censé voir des énigmes dans le cadre là, mais ça je comprends pas. Bon, on est foutu, on recommence. Bordel. Très très compliqué cette histoire, hein. On va pas y arriver. Ah merde, j'étais pas sur la bonne touche de clavier, évidemment. Ah non. Ah, le problème c'est que... il faut y arriver, hein. C'est pas évident, hein. Franchement... Non mais c'est pas possible, ça peut commencer que comme ça, hein. Ça c'est bon, c'est celui-là. Ça peut pas aller, on est d'accord. Non mais en plus c'est 4. Comment faire?
Fais chier, ça saoule. Ça saoule vraiment. Ah, c'est fini. Allez, c'est pas la peine. On va recommencer parce qu'on est déjà à la fin du deuxième. Du premier, on n'est même pas à la fin. C'est pas possible, j'y arriverai pas. On recommence. C'est hyper casse-couille. Vraiment, c'est casse-couille. Ça va vite m'agacer, je le sens. Il faut que j'active parce que ma souris elle a pas assez de DPS là, elle est pas assez sensible, donc on va changer ça, là ça m'agace. Non. D'accord, ok, merci, au revoir. Putain, c'est vraiment un enfer incroyable ce putain de truc là. Je peux me retaper celui-là. Mais comment ils veulent faire ça? Putain, c'est de l'horreur ce jeu. Non, mais là on peut plus revenir là, ils sont casse-couilles avec ça.
Allez, c'est pas la peine non plus, on est à la fin de la première, on recommence. Putain, ça me gonfle. Oh là 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 là. Sans déconner, quoi. Il y a un moment, faut arrêter. Enfin, que tu veuilles faire, que tu veuilles chronométrer, d'accord, mais tu mets pas des trucs aussi difficiles, quoi. Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi, là? Je sens que le jeu, je vais vite l'abandonner là parce que j'en ai un peu marre de faire que ça. On va passer à autre chose. J'en ai marre, hein. Vraiment là, j'en ai marre. Hein. Ça va bien 5 minutes, hein, mais là non. Non, mais c'est encore celui-là, il est facile. Voilà, il faut proposer des trucs comme ça où t'as pas besoin de réfléchir 15 ans, quoi. Sinon, ça devient trop compliqué. Quoi? Mais ça marchait là! Putain! Oh, puis j'ai pas vu le trajet que j'ai fait! Oh là 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 là, bordel de Dieu! C'est pas possible! Putain, mais vous êtes sérieux là? Allez, c'est bon, on y est.
On est d'accord que non, tant que j'ai pas trouvé le deuxième. Il y a un deuxième puzzle dans le labyrinthe à trouver. Mais je sais pas où il est. Putain, mais quelle horreur! Mais comment voulez-vous qu'on le trouve? Ça c'est pareil, comment tu veux savoir? C'est impossible à faire, c'est impossible à réaliser les gars, faut arrêter, il y a un moment. Il y a un moment c'est pas possible quoi, tu te dis là c'est vraiment pas possible, je pourrais pas y arriver quoi. Regarde-moi ça, sérieux, c'est impossible à faire, enfin je sais pas. Mais what quoi? Mais sérieux, mais la difficulté du truc quoi. Mais c'est pas possible hein, clairement. Ah oui, on est Keblo, t'es mignon toi. Voilà, c'est fini. Non mais c'est sérieux, c'est méga compliqué quoi. Faut arrêter là, non c'est pas possible quoi. T'as vu la difficulté du bousin? C'est méga chaud quoi. Putain, tout le jeu tu le défonces, tu fais les énigmes assez facilement. Bon, il y en a quand même qui sont un peu retors, ok. Mais là c'est plus de la difficulté, c'est n'importe quoi. Enfin, faut arrêter là, bon les gars. Il faut prendre tellement d'avance, faut tellement... Ouais, tu sais quoi, lui je vais direct l'abandonner parce que c'est pas la peine de se prendre la tête avec un truc où il faut trop réfléchir. Le problème c'est ça, c'est que t'as tellement d'hasard et d'aléatoire que c'est clairement impossible quoi. Trop dur, les énigmes sont beaucoup trop difficiles, sérieusement. Non, ça peut pas être celle-là.
Allez. M'attendrait que ce soit celui-là. Trop difficile celui-là. Bon, c'est bien, on est à la première. On a fait la première. Bon, clairement, c'est pas ici. Il est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Faut vraiment les trouver. C'est ça qui est horrible en plus là. Alors, tac. Yes, assez rapide finalement, c'est bien. Là, faut trouver les autres. Là. Ah, ça va pas. Ça me paraissait bien pourtant, putain. Et là, ça va pas parce que j'en fais deux. Ah non, putain, je vais bloquer là-dessus. Oh non, je vais bloquer là, sérieux. Putain, c'est pas possible, de Dieu, non. Fouh, comment c'est l'enfer, bordel de Dieu. Allez, c'est bon. Putain, mais c'est pas possible, hein, ça me casse les noisettes. C'est pas possible sans déconner. Oh là 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 là. Et voilà, c'est bon, je suis baisé. Oh putain. Bon allez, c'est pas la peine, hein. On retourne là-bas. C'est pas la peine, on va pas se prendre la tête. Putain, je suis dégoûté quoi. J'avais là l'avance et puis voilà, sur un putain d'énigme de merde. Et ben tu loupes tout quoi. C'est pas possible. Oh. Oh, pourtant j'avais géré depuis le départ là. Il y avait une chance là et donc putain. Je suis dégoûté, sérieux. Allez, on se prend pas la tête, on recommence. Putain, là, comment perdre du temps quoi? Comment perdre un max de temps sur un truc qui est déjà chronométré quoi? Non mais ça me flingue, ça me flingue. Mais ah, putain de souris. Allez. Non, c'est pas le bon chemin. Ça, c'est du foutage de gueule, hein, jeu. Putain, tout le long du jeu, tu te trouves sur des trucs. Ok, c'était dur, mais là, c'est plus de la difficulté, c'est juste impossible. Mais what? Mais c'est quoi cette forme là? L'arnaque! Qu'est-ce que tu veux faire avec cette forme là sans déconner?
Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai compris, on recommence. Je perds trop de temps, j'ai perdu beaucoup trop de temps, c'est pas la peine. Putain, 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 ça me saoule, ça me saoule. En fait, c'est tellement aléatoire parce que tu peux très bien tomber sur une énigme à la con qui te bloque, quoi. Toutes les énigmes ne sont pas équivalentes en termes de difficulté. C'est ça qui est assez frustrant, en fait. C'est qu'il y en a, tu vas les rincer, tu vas voir directement la solution. Il y en a d'autres, tu vas galérer comme pas possible. Genre voilà, un truc comme ça, là. Mais ça c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas, c'est pas possible, je ne peux pas revenir. Putain, ta mère, sérieux, ça commence à me saouler. Oh là 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 là, mais quel enfer. Mais ça c'est pareil, je ne peux pas revenir. Oh. Et ça fonctionne, putain. Mais des fois, sérieux. Putain, mais c'est du foutage de gueule, mais un truc de ouf. Non. Oh là là, le temps perdu, sérieux, le temps perdu. Ouais, allez, non mais ça marche aussi. Allez, allez, on se dépêche. Allez, c'est bon, on y est, dans le labyrinthe. Essayons de trouver les deux puzzles du labyrinthe. Non. Putain, puis il faut se dépêcher, quoi, faut bien regarder, tu vois. T'as vite fait de les louper en plus, c'est ça que l'horreur, c'est que t'as vite fait de les louper. Là, il y en a un. Alors... Yes. Lui c'est fait. Lui je l'ai déjà vu. Allez, allez, allez. Ouh, le deuxième là. Oh, mais c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Putain.
quel jeu pourri là. Ça c'est vraiment la phase la plus pourrie du jeu, hein, clairement. Putain mais là. Non. Non, ça peut pas aller. Quoi? J'ai fait 3. Non! Allez hop, on est reparti. C'est pas la peine. Tais-toi, 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 tais-toi. Puis 2 chansons, enfin je sais pas, ça me paraît tellement... C'est trop rapide quoi, t'as pas le temps, t'as pas le temps. C'est frustrant de fou quoi. Non. Les enculés. Non mais c'est sérieux là. Putain, non mais vous y croyez à ça, vous? C'est là, je vais retrouver. Ah, ça me gonfle, putain! Quelle merde, sérieux! Non, on va... Putain, la perte de temps de ouf, quoi, hein. Puis 2 heures pour s'allumer quoi en plus les trucs là. Putain ceux-là ils sont pas faciles évidemment.
Allez, on peut rentrer dans le tunnel. La deuxième commence. Peut-être pas si mal que ça, mais bon, oui, ça va être trop chaud. Hein. Vraiment, pour être bien, il faudrait que je termine, entre guillemets, quand la première... Elle est encore active. Il faudrait que je sois dans le labyrinthe quand la première est encore active. Putain, ce labyrinthe de merde, là. Je te jure, non, mais là, ça me gonfle. Oh là 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 là, mais quel enfer! Mais quel putain d'enfer! Ah d'accord. Non mais ça peut pas aller. Oui d'accord. Mais sérieux, mais ils sont fous là. Ils sont casse-couilles à nous mettre des trucs aussi durs là dès le départ. Ah c'est pas possible, ça va pas marcher. C'est bon. Sérieux. Franchement, je suis à deux doigts d'abandonner tellement ça me saoule. Sérieux, ça me gonfle, mais sérieux. Hein. Non, mais putain. What? Évidemment, c'est le truc avec les formes qui restent à la fin et c'est le plus dur, c'est celui qui me saoule le plus à chaque fois. Mais quel con! Non. Ah, je crois que j'étais à la fin. Mais putain, tu vas passer. Je crois que j'étais à la fin de la première là. Non. Non. Non, c'est pas possible. Non, celui-là non plus, c'est pas possible.
Et que celui-là qui peut y aller. Quoi? Ça marchait pourtant. Voilà, fini. Première chanson finie. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas y arriver. Voilà, merci, au revoir. Ok. Bon, allez, on va retourner là-bas. Ça sert à rien puisque j'ai perdu énormément de temps, encore une fois. Putain, je vous jure, comment ça me saoule. Mais comment ça me saoule. Je vois pas l'intérêt de faire un truc pareil, hein, sérieux. Hein. Par casser les couilles. Franchement, je vois pas l'intérêt. Ah là là là, comment c'est casse-couille. Ah, tout le jeu était bon et là, vraiment, c'est chiant à souhait, quoi. C'est vraiment chiant à souhait, quoi. Surtout qu'il y avait déjà plein d'énigmes qui étaient difficiles en soi. Il n'y avait pas besoin de ça, quoi. Clairement, il n'y avait pas besoin de ça. Hein. Je sais pas pourquoi il a eu cette idée, le créateur, là, de faire ça, là. Putain, sérieux. Vraiment, des fois, faut qu'on m'explique. Hein. Ça peut pas aller. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en ai marre. Là, j'en ai marre. Non, sérieux, ça me gonfle. Là, j'en ai vraiment plein le derche. J'en ai vraiment plein le cul. C'est quoi l'intérêt de m'emmerder? Putain, c'est quoi? Sérieux, ça me gonfle, mais ça me gonfle. En fait, les énigmes sont pas du tout, comment dirais-je, égales en difficulté, quoi. Elles sont toutes, y en a, elles sont hyper faciles, y en a d'autres, elles sont mais méga compliquées, quoi.
Non, trop compliqué. Ouf, allez, simple. Allez, ça nous laisse plein de temps pour trouver les deux dans le labyrinthe. Le premier est là, très bien. Une, deux, trois, deux. Yes. Allez, faut que je trouve le deuxième là. Où est-ce qu'il peut être? Il est pas là, il est pas là. Il est pas par là. Dites-moi où il est. Putain, mais c'est pas possible. Ah, il est là. 3, 2, 1. Oh yes, elle était facile. Heureusement, c'était facile. Alors. Oui. C'est méga chaud, il faut séparer les noirs des blancs. Putain, c'est tellement dur, bordel de Dieu. Non, ça peut pas aller. Comment tu veux le deviner? Mais comment tu veux faire? C'est pas possible de pouvoir le faire. C'est pas possible, bon Dieu. Oh! 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 Oui! Yes! 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 Pouhouhou! Ah, c'est magnifique. Ah, je suis tellement content. Oh là 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 là. Comment je suis content! Ah, putain, c'est pas possible. Waouh, 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 waouh. C'était mais tellement dur. Oh là 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 là. C'était dur, mais c'était dur. Ah, j'ai vraiment cru que j'y arriverais jamais, quoi. Ah putain, je suis heureux là. Là, je suis refait, vraiment. Oh Dieu merci, j'ai réussi. Oh là 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 là. Merci, 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 merci. Oh. C'était mais tellement dur. Vraiment, c'était dur. Oh là 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 là, yes. Je croyais pas que j'allais y arriver. Vraiment, je croyais pas. Hein. En plus, je me suis dit, il va falloir faire celle-là en haut, elle va être hyper compliquée en plus. Non! Ça y est, on a résolu le problème. Alors du coup, je me demande, mais on a tout fait là alors?
juste, je vais regarder parce que si je fais charger partie 498, quoi? Il me semblait qu'il y avait 600 énigmes à faire dans le jeu, à peu près. C'est ce qu'il me semblait. « 498, ça voudrait dire qu'il m'en reste plus d'une centaine. C'est incroyable. Vraiment, là, c'est incroyable parce que... Parce que pourtant, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait quasiment tout, quoi. Putain. Franchement, mais c'était dur. C'était méga dur. Oui, moi, c'est par là qu'il faut que j'aille. C'est ça qu'il faut que je retrouve. Un peu où c'est déjà. C'est par là, il me semble. Bah. I thought my voyage had come to its end, at the last limit of my power, that the path before me was closed, the provisions exhausted, and the time come to take shelter in silent obscurity. But I find that thy will knows no end in me, and when words die out on the tongue, new melodies break forth from the heart, and where old tracks are lost, new country is revealed with its wonders. C'est tout? D'accord, merci. C'était là, oui. Alors, on va pouvoir dessiner ce symbole, mais alors ce que je comprends pas, c'est l'autre symbole là qui est au fond. Là, je vois pas trop comment le dessiner là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça disait, ce truc-là? Professeur Moriarty. How many of you here have personally witnessed a total eclipse of the sun? To stand one day in the shadow of the moon is one of my humble goals in life. The closest I ever came was over 30 years ago. On February 26, 1979, a solar eclipse passed directly over the city of Portland. I bought my bus tickets and found a place to stay, but in the end, I couldn't get the time off work. Well, anyone who lives in Portland can tell you that the chances of catching the sun in February are pretty slim. And sure enough, the skies over the city that day were completely overcast. I wouldn't have seen a thing. That work I couldn't get out of was my first job out of college. A sales clerk at an old Radio Shack store in beautiful downtown Worcester, Massachusetts. On my very first day behind the counter, a delivery truck pulled up to the front of the store. They carried in a big carton, upon which was printed the legend TRS-80. It was our floor sample of the world's first mass-market microcomputer. The TRS-80 Model 1 had a Z80 processor clocked at 1.7 MHz, 4,096 bytes of memory, and a 64-character black and white text display. C'est fou les progrès quand même qu'on a fait depuis. Cassette recorder. All this could be yours for the low price of $599. The store I was working in had seen better days. At one time, it had been near the center of a thriving commercial district. But like so many other New England cities,
the advent of shopping malls had, by the early 70s, turned it into a ghost town. Worcester's solution to this problem was decisive, to say the least. The city's elders apparently decided that if they couldn't beat them, they would join them. And so, several square blocks at the heart of the city were bulldozed into oblivion, destroying dozens of family businesses, including the site of a pharmacy once operated by my great-grandfather. In their place was erected a vast 3-level shopping complex with cinemas and a food court. When the dust settled, only a few forlorn blocks of the old Worcester remained standing. My Radio Shack store was in one of those blocks. Then, to add insult to injury, Radio Shack opened a brand new location inside the shopping center, less than 500 feet from my store. So now patrons had a choice between a clean, well-lighted establishment with uniformed security and acres of convenient parking, or a shadowy hole in a seedy old office building next to an adult movie theater. Consequently, I had plenty of time to fool around with the new computer. I taught myself basic programming. Then I learned Z80 assembly. Both, of course, so that I could write games. I also created self-running animated demos, which ran all night in the store window for the edification of the winos who peed in our doorway. Strangely enough, the few customers we had didn't seem to be interested in our new computer, even after the 16K memory upgrade. In fact, most of the people who set off the buzzer on their way through the front door weren't there to buy anything at all. They were there to exploit a free promotion, which was the bane of Radio Shack employees for over 40 years. The Battery of the Month Club. The idea of this promotion was simple. Customers got a little red card upon which was printed a square for each month. 12 times a year, the lucky sales clerk got to punch out a square and give the customer one brand new AAA, AA, C, D, or 9-volt battery. Of course, customers weren't allowed to choose just any grade of battery. At the time of my employment, Radio Shack offered 3 different levels of battery excellence. First were the alkalines, powerful, long-lasting, and expensive, hanging behind the counter like prescription medication in gold-embossed blister packs. These were most certainly not available through the Battery of the Month Club. Next were the high-end lead batteries, sturdy, dependable batteries, moderately priced, and prominently displayed near the front of the store. These were also not available through the Battery of the Month Club. Finally, at the bottom of the barrel were the standard lead batteries. These were literally piled in barrels, cunningly located way at the back of the store, in a dark corner near the TV antennas. Remember TV antennas? Customers who came in looking for their free Battery of the Month had to walk the entire length of the premises, past the CB radios and stereo headphones and remote-controlled racing cars. Nothing would stop them. On the first day of every month, like clockwork, those customers came in waving their little red cards. I would look up from my programming and wave them to the back of the store. It didn't matter that the batteries were only worth 29 cents. It didn't matter that most of them were already half dead. They came, they grabbed. And as far as I can remember, not one of them ever paid for a damned thing. I was such a crappy salesman. I was young and foolish. I thought my education in game design was happening at the keyboard. I almost missed the lesson coming through the front door. Fortunately, I wasn't the only person fooling around with games on micros. All over the country, people like me were experimenting. Scott Adams was coding what would soon become the world's first commercial adventure game. Remember adventure games? My future employer, Infocom, was being founded, along with other legendary companies like Online Systems, Sirius, Personal Software, and SSI. Those were exciting times. Teenagers were making fortunes.
games were cheap and easy to build. The slate was clean. But in 1979, the biggest news in gaming had nothing to do with computers. On the morning of the autumn equinox, September 20th, a new children's picture book appeared in the stores of Great Britain. This picture book was rather peculiar. It consisted of 15 meticulously detailed color paintings, illustrating a slight, whimsical tale about a rabbit delivering a jewel. C'est quoi? C'est le to the créateur moon. qui nous fait une On rétrospective the sur back sa vie? jacket of the book was a color photograph of a real jewel, shaped like a running rabbit, 5 inches long, fashioned of 18-karat gold, suspended with ornaments and bells, together with a sun and moon of blue quartz. According to the blurb underneath, this very jewel had been buried somewhere un jeu de in piste. England. Clues pointing to its location were concealed in the text and in the pictures of the book. The treasure would belong to whoever found it first. The book was called Masquerade. It was created by an eccentric little man with divergent eyes and a talent for mischief named Kit Williams. Within days, the first printing was sold out, and the empire that never sleeps found itself in the grip of rabbit fever. Excited readers attacked the paintings with rulers, compasses, and protractors. Magazine articles and TV specials dissected the clues, floated theories, and followed with keen delight the reckless exploits of the fanatics. One obscure park, unfortunately known by the nickname Rabbit Hill, was so riddled with holes excavated by misguided treasure seekers that the authorities had to erect signs assuring the public that no gold rabbits were to be found there. Some hunters ended up seeking psychological counseling for their obsession. The craze leapt over the Atlantic Ocean and invaded America, France, Italy, and Germany. It sold over 1 million copies in a few months, a record unrivaled by any children's title until the advent of Harry Potter. Over 150,000 copies were sold in foreign translations, including 80,000 copies in Japanese, despite the fact that the puzzle was only solvable in English. It didn't matter that the Masquerade jewel was only worth a few $1,000s. Many seekers spent far more than that in their months of exploration and travel. It was the thrill of the chase, the possibility of being the one. Treasure hunts, secret messages, and hidden things seem to exert an irresistible appeal. They're fun to look for and to talk about, and this fact of human psychology has been exploited in computer games since the earliest days. It finds expression in the hidden surprises we call Easter eggs. Petite référence Stephen Wright is à mon credited with pseudonyme. coining this term in the first issue of Electronic Games magazine. The first Easter egg in a commercial computer game appeared in an early Atari 2600 cartridge called, simply enough, Adventure. By a sequence of unlikely movements and obscure manipulations, players could discover a secret room where the words "Created by Warren Robinette" appeared in flashing letters. Over the decades, Easter eggs and their evil twin, cheat codes, have become an industry within an industry. Entire magazines and websites are now devoted to their carefully orchestrated discovery and dissemination. They're part of our toolkit, our basic vocabulary, the language of computer game design. Computer gamers may have been the first to refer to hidden surprises as Easter eggs, but we certainly weren't the first to use them. Painters, composers, and artists of every discipline have been hiding stuff in their works for centuries. The recent advent of VCRs and Laserdisc players with freeze-frame capability exposed decades of secret Disney erotica. Thomas Kincaid, the self-appointed painter of light, amuses himself by hiding the letter N in his works,
A number beside his signature indicates how many N's are hidden in each painting. Picasso, Dali, Raphael, Poussin, and dozens of other painters concealed all kinds of stuff in their paintings. A favorite trick was hiding portraits of themselves, their families, friends, and fellow artists in crowd scenes. El Greco loved dogs, but the Catholic Church forbid him from including any in his sacred paintings. So he hid them, usually within the outlines of celestial clouds. Composer Dmitri Shostakovich chafed under the political censorship imposed by the Soviet Ministry of Culture. His symphonies and chamber works are loaded with hidden signatures and subversive subtexts which, had they been recognized, would have sent him to Siberia. Mozart's opera, The Magic Flute, is filled with musical allusions to the rituals of the Freemasons, the ancient secret society of which he and his mentor Haydn were members. But the most famous purveyor of Easter eggs is that champion of the late Baroque, the ultimate musical nerd, Johann Sebastian Bach. Bach was a student of gematria, the art of assigning numeric values to letters of the alphabet. A equals 1, B equals 2, C equals 3, etc. By comparing, sequencing, or otherwise manipulating these numbers, secret messages can be concealed. Bach took particular delight in the geometrical numbers 14 and 41. 14 is the sum of the initials of his last name, B equals 2, A equals 1, C equals 3, and H equals 8. 41 is the sum of his expanded initials, J.S. Bach. These two numbers show up over and over again in Bach's compositions. One of the better-known examples is his setting of the chorale Vor deinem Thron. The first line of the melody contains exactly 14 notes, and the entire melody, from start to finish, contains 41. Another of Bach's favorite games was the puzzle canon. A canon is a melody that sounds good when you play it on top of itself, a little bit out of sync. Frere Jacques and Row, Row, Row Your Boat are familiar examples of simple, two-voice canons. But a canon can employ any number of voices. And you don't have to play each voice the same way either. You can change the octave, transpose the key, invert the pitch, play it backwards, or any combination. Finding melodies that make good multi-voice canons is a fussy and difficult art, of which Bach was an undisputed master. Now, in a puzzle canon, the composer specifies the basic melody and the number of voices, but not the relationship of the voices. The student has to figure out the position and key of each voice, and whether to perform them inverted and/or backwards. Bach wrote quite a number of puzzle canons. The most famous, BWV 1076, is part of a fascinating story. One of Bach's students was a fellow by the name of Lorenz Misler, founder of the Society of Musical Science. This elite, invitation-only institution devoted itself to the study of Pythagorean philosophy and the union of music and mathematics. Its distinguished membership reads like a who's who of German composers, including Handel, Telemann, and eventually Mozart. Applicants for membership in the society were required to submit an oil portrait of themselves, along with a specimen of original music. With nerdly efficiency, Society member number 14 decided to combine these admission requirements into a single work. He sat for a portrait with Elias Haussmann, official artist at the court of Dresden. This portrait, which now hangs in the gallery of the town hall in Leipzig, is the only indisputably authentic image of Bach in existence. The Haussmann portrait shows Bach dressed in a formal coat with exactly 14 buttons. In his hand is a sheet of music paper, upon which is written a puzzle canon for 6 simultaneous voices. In 1974,
a manuscript was discovered which proved that this canon was the 13th in a series of exactly 14 canons based on the ground theme of the famous Goldberg variations. As if these musical gymnastics weren't enough, Bach liked to hide messages in his compositions by assigning notes to the letters. Putain, il se faisait chier, le His gars. initials, B-A-C-H, correspond to the pitch sequence B flat, A, C, and B natural in German letter notation. This theme makes its most memorable appearance in the last bars of his final composition, The Art of Fugue, published soon after his death in 1750. The word fugue comes from the Latin fuga, which means flight, as in running away. So the art of fugue is the art of flight, the art of taking a theme and running with it. Bach wrote hundreds of fugues, but none as sublime as this sequence of 14. In the last and most complicated fugue in the series, the first and second sections develop normally. This is followed by the B-A-C-H signature, and then suddenly, without any warning or structural justification, the fugue stops, dead in its tracks. One of the composer's 20 children, his son Carl Philipp Emanuel, claimed that Bach died moments after those last few notes were written. This story is probably apocryphal. The Easter eggs in Bach's music are a pleasant obscurity, known chiefly to professors and students of Baroque music. But in March of 2002, when this lecture was first delivered, those Easter eggs were the talk of the entire classical music industry. Sitting near the top of the classical music charts that month was a compact disc on the ECM label called Mortimer. It was performed by the Hilliard Choral Ensemble, together with a talented but, until then, little-known violinist, Christoph Poppen. The music on Mortimer is based on a geometrical analysis of Bach's Partita in D minor for solo violin. This analysis, by German professor Helga Thon, assigns numeric values to the duration of notes, the number of bars, and the German letter notation of the partita. In doing so, she claims to have discovered the complete text of several liturgical ceremonies encoded in the notes. The CD presented these hidden texts superimposed over the original music. The result was strangely melancholy, dark, haunting, and very, very popular. Quite a few music critics attacked this disc. They didn't buy Professor Thon's analysis, dismissing it as a combination of numerology and canny marketing. Their caution was not without basis. Numerology is a slippery slope down which many a fine mind has slid to its doom. Allow me to offer an amusing anecdote from my own experience. Back in the early 90s, before the internet took off, one of the more popular online bulletin board systems was a service called Prodigy. I bought an account on Prodigy so I could join a fraternal interest group and gossip with fellow members around the country. One day, a stranger appeared on our bulletin board. Right away, I knew we were in trouble. This fellow, whose name was Gary, began spouting all kinds of apocalyptic nonsense about worldwide conspiracies, secret societies, and devil worship. At first, we tried to be polite. We questioned his sources, corrected his histories, logically refuted his claims, and tried to behave in a civilized manner. But instead of soothing him, our attention only made him worse. His conspiratorial warnings became urgent, approaching hysteria. He began to threaten people who disagreed with him. To coin a phrase, Gary went all uppercase. But his most urgent warnings weren't about the gays, the Jews, the Rockefellers, or the Illuminati. According to Gary, the greatest enemy of mankind was Santa Claus. Gary claimed to possess a secret numerical formula that proved, beyond a shadow of a doubt,
that Santa Claus was an avatar of the Il y a Antichrist. des gens barrés, putain. Intrigued, we pressed Gary to reveal his formula. In doing so, we walked right into his trap. We should have known he had a book to sell. I fell for it. I sent him the $15. Less than a week later, the book arrived. Above an ominous photograph of the Washington Monument was emblazoned the title, 666, The Final Warning. Inside this privately printed 494-page monster, Gary reveals a simple geometrical formula, which he claims was developed by the ancient Sumerians. This formula assigns successive products of 6 to each letter of the alphabet. A equals 6, B equals 12, C equals 18, etc. Imagine my dismay when I applied this ancient formula to the name Santa Claus and obtained the blasphemous sum of 666, the biblical number of the beast. I went on Prodigy and reported to the stunned members of our interest group that Gary was right after all. There could be no doubt that according to the unimpeachable wisdom of ancient Samaria, Santa Claus was the Antichrist. I then went on to point out several other names which, when submitted to Gary's formula, also produced the sum 666. Names like St. James, New York, and New Mexico. Soon the bulletin board was filled with discoveries like computer, Boston tea, and most sinister of all, sing karaoke. Gary left us alone after that. I got my $15 worth. But Gary is hardly the first person to connect secret codes to the Bible. Ah, c'est grave, hein. People have been looking for Le pire, c'est Easter qu'il y a vraiment des eggs gens in comme the ça. Bible for hundreds of years. The Hebrew mystical tradition of Kabbalah can be described as a geometrical meditation on the Pentateuch, the first 5 books of the Old Testament. The advent of computers has made the Excusez-moi, je mets juste sur pause, je vais me chercher un verre d'eau. application of numerology to the Bible fast and efficient. The latest spate of Bible searching was instigated by a book published in 1998 by Michael Drosnin, a former Wall Street Journal reporter. His book, The Bible Code, applied a skip cipher in which every nth character in a text is combined to form a message. By applying his skip cipher to the Hebrew text of the Old Testament, Drosnin claimed to have discovered predictions of World War II, the Holocaust, Hiroshima, the assassination of Yitzhak Rabin and both Kennedys, the moon landing, Watergate, the Oklahoma City bombing, the election of Bill Clinton, the death of Princess Di, and the comet that collided with Jupiter. He also found predictions of a giant earthquake in LA, a meteor hitting the Earth, and nuclear Armageddon, all scheduled to occur before the end of the last decade. The Bible Code spent many weeks on the bestseller lists, spawning several sequels and dozens of imitators. The Bible has certainly attracted its share of crackpots, but for the real hardcore egg hunters, nothing can rival the ingenuity, the tenacious scholarship, the stubborn zeal of those who seek the answer to the ultimate literary puzzle, a poisonous conundrum that has squandered fortunes, destroyed careers, and driven healthy, intelligent scholars to the brink of madness Et de quoi and s'agit-il? beyond. Who wrote Shakespeare? The essays and books devoted to the Shakespeare authorship problem are sufficient to fill a large library. Several such libraries actually exist. Not even a day-long tutorial, much less an hour lecture, can begin to do justice to this complex, bizarre,
and dangerously tantalizing story. Nevertheless, for the unacquainted, I will attempt to summarize the issue in a few paragraphs. The undisputed facts of Shakespeare's life and career could be scribbled on the back of a cocktail napkin. We know for a fact that a man named William Shakespeare was born in 1564 in or around the village of Stratford-upon-Avon. We know that he had a wife and at least 3 children. We know he bought property in Stratford, was involved in several lawsuits with his neighbors, and died there in 1616, aged 52. We also know that during those same years, a man with a last name similar to Shakespeare worked as an actor on the London stage, eventually becoming co-owner of some of the theaters there. We also know that about the same time, a number of most excellent poems and plays were published in London under the name Shakespeare. We do not know for a fact that the landowner in Stratford and the actor in London with a similar last name were one and the same man. We do not know for a fact that either man had anything to do with the poems and the plays. All we know is that those poems and plays have, in the 400 years since their composition, come to be regarded as a pinnacle of Western culture. J'ignorais complètement ça, je pensais que Shakespeare, on savait très bien qui c'était. The works attributed to Shakespeare appear to have been written by a man or woman who knew something about just about everything. They're filled with references to mythology and classic literature, games and sports, war and weapons of war, ships and sailing, the law and legal terminology, court etiquette, statesmanship, horticulture, music, astronomy, medicine, falconry, and, of course, theater. Therein lies the problem. How could a farmer's son of uncertain schooling, from a mostly illiterate country village, a man of practically no account at all, wield such encyclopedic learning, with so much eloquence and wit, so much wisdom and human understanding? For the first 150 years, nobody questioned the traditional history of the bard. Then, in the late 18th century, Reverend James Wilmot, a distinguished scholar who lived just a few miles north of Stratford, decided to write a biography of the famous playwright. Dr. Wilmot believed that a man as well educated as Shakespeare must have owned a fairly extensive library, despite the fact that not a single book or manuscript is mentioned in his will. Over the years, he speculated, some of those books must have found their way into local collections. And so, the good Reverend Doctor scoured the British countryside, taking inventory of literally every bookshelf within 50 miles of Stratford. Not a single book from the library of William Shakespeare was discovered. Neither were there found any letters to, from, or about Shakespeare. Furthermore, no references to the folklore, local sayings, or distinctive dialect of the Stratford area could be found in any of Shakespeare's writings. After 4 years of painstaking research, Dr. Wilmot concluded, to his own dismay, that only one person contemporary with Shakespeare of Stratford had ever demonstrated the wide-ranging education and expressive talent needed to compose those poems and plays. That man was the multilingual author, philosopher, and statesman, inventor of the scientific method, chancellor to the courts of Queen Elizabeth and King James, Sir Francis Bacon. Dr. Wilmot never dared to publish his theory, but before he died, he confided it to a friend, James Cowell, who, in 1805, repeated it to a meeting of the Ipswich Philosophical Society. The members of the society were suitably outraged, and the scandalous matter was quickly forgotten. Then, in 1857, a lady from Stratford, Connecticut, published a book called The Philosophy of the Plays of Shakespeare Unfolded. In this book, Miss Delia Bacon, no relation to Francis, claimed that the works of Shakespeare were written by a secret cabal of British nobility
including Sir Walter Raleigh and Sir Philip Sidney, as well as Sir Francis Bacon. Delia Bacon's book electrified the world of letters. Battle lines were drawn between the orthodox Stratfordians and the heretical Baconians. Literary societies and scholarly journals were formed to debate the evidence. Hundreds of pamphlets, newspaper articles, and essays were published defending each side and ridiculing the opposition with that self-aggrandizing viciousness peculiar to tenured academics. Elle est très longue cette vidéo, dis donc. Armed with her explosive book, Delia Bacon journeyed to Stratford-upon-Avon and, unbelievably, obtained official permission to open Shakespeare's grave. However, when the moment came to actually lift the stone, Delia's self-doubt precipitated a catastrophic nervous breakdown. She later died penniless in a madhouse. Around 1888, things began to get a bit out of hand. U.S. Congressman Ignatius Donnelly of Minnesota became interested in the Shakespeare controversy. One day, browsing through his facsimile copy of the First Folio of 1623, he noted that the word bacon appeared on page 53 of the Histories and also on page 53 of the Comedies. He also noted that Sir Francis Bacon had written extensively on the subject of cryptography. Donnelly began counting line and page numbers, adding and subtracting letters, drawing lines over sentences, circling words, and crossing them out. The result was a complex and virtually incomprehensible algorithm, which he claimed was invented by Bacon to hide secret messages inside the First Folio. The greatest Easter egg hunt in the history of Western civilization had begun. Here are just a couple of the sillier highlights. A doctor named Orville Owen of Detroit constructed a bizarre research tool he called the Wheel of Fortune. This wheel consisted of two giant wooden spools wrapped with a strip of canvas 2 feet wide and 1,000 feet long. Onto this canvas, he glued the separate pages of the complete works of Bacon, Shakespeare, Marlowe, Greene, Peele, and Spenser, together with Burton's Anatomy of Melancholy. By cranking the spools back and forth, Dr. Owen could quickly zip across the pages in search of clues and cross-references. Employing a large team of secretaries and stenographers, Owen claimed to have uncovered a complete alternative history of Elizabethan England, as well as several entirely new Shakespeare plays and sonnets. Listen to this hidden verse, supposedly penned by the mighty bard himself, which inspired Dr. Owen to build his Wheel of Fortune. Take your knife and cut all our books asunder, and set the leaves on a great firm wheel, which rolls and rolls, and turning the fickle rolling wheel, throw your eyes upon Fortune, that goddess blind, that stands upon a spherical stone, that turning and inconstant rolls in restless variation. After publishing 5 thick volumes of this rubbish, Owen announced the discovery of an anagram, indicating that Bacon's original manuscripts were buried near Chepstow Castle on the River Wye. Owen spent the next 15 years and thousands of dollars excavating the bed of the river with boat crews and high explosives. He died before anything was found. A fellow named Arnsberg wrote an entire book based on the analysis of the significance of a suspicious crack in the tomb of Bacon's mother. A Ray of Sanity finally appeared in 1957. To those familiar with the science of cryptology, the name William Friedman needs little introduction. During World War II, Colonel Friedman was the head of the U.S. Army's Cryptoanalytic Bureau. He is credited with cracking the Japanese Empire's most sensitive cipher. After the war, the colonel decided to apply his expertise to the study of the Shakespeare ciphers.
he interviewed several of the experts in the field and prepared a detailed scientific analysis, which he published under the title The Shakespeare Ciphers Examined. His conclusion? In a word, bunk. According to the standards of cryptologic science, not one of the hidden messages purportedly discovered in Shakespeare's works was plausible. The rules used to extract these messages from the texts were non-rigorous, wildly subjective, and unrepeatable by anyone except the original decipherer. The people involved were not being dishonest. They were channeling their preconceptions. They were trapped in a labyrinth of delusion, mining order from chaos. Anglers in a lake of darkness. Lear, Act 3, Scene 6. You would think that Friedman's cold and ruthless exposure would be enough to silence the heretics once and for all. Not a chance. The books and TV specials and websites and conferences and doctoral dissertations keep right on coming. I should point out that the Shakespeare authorship issue is not only the preoccupation of cranks and weirdos. A substantial number of respected authors and Shakespeareans have expressed serious doubts about the traditional origin of the plays. The list includes Nathaniel Hawthorne, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Henry James, Sam Clemens, Sigmund Freud, Orson Welles, and Sir John Gielgud. Living skeptics include the artistic director of the New Globe Theatre, Mark Rylance, Michael York, Derek Jacobi, Kenneth Branagh, and even that most revered and scholarly of contemporary Shakespearean actors, Keanu Reeves. The current leading candidate for the authorship is Edward de Vere, the 17th Earl of Oxford, a theory first proposed in 1920 by an English schoolmaster with the unfortunate name J. Thomas Looney. What is it about Bach, the Bible, and the works of Shakespeare that inspires this intense scrutiny? Nobody's looking for acrostics in Chaucer or Keats. There are no hit CDs of the secret chorales of Wagner or Beethoven. For the answer, we need to recognize the unique roles which the Bible and Shakespeare have played in the development of Western culture. No other single work of literature has influenced modern English more than the translation of the Holy Bible published in 1611 under the auspices of King James I. The King James Bible exemplifies the meaning of the word classic. It has been called the noblest monument of English prose, the very greatest achievement of the English language. It has served as an inspiration for generations of poets, dramatists, musicians, politicians, and orators. Countless people have learned to read by repeating the phrases in this, the only book their family possessed. Our constitutions and our laws have been profoundly shaped by its cadences and imagery. But even the glory of the King James Bible, compiled by a committee of 46 editors over the course of a decade, pales before the dazzling legacy of the Swan of Avon. The lowest estimate of Shakespeare's working vocabulary is 15,000 words, more than 3 times that of the King James Bible, and twice the size of his nearest competitor, John Milton. His poems and plays were written without the aid of a dictionary or a thesaurus. They didn't exist yet. It was all in his head. When Shakespeare had a thought for which Elizabethan English had no word, he invented one. The Oxford English Dictionary lists hundreds of everyday words and phrases which made their first appearance in the pages of the Bard. Addiction, alligator, assassination, bedroom, critic, dawn, design, dialogue, employer, film, glow, gloomy, gossip, hint, hurry,
investment, lonely, luggage, manager, switch, torture, transcendence, wormhole, zany. Hamlet alone contains nearly 40 of these neologisms. Who today would have this audacity, this giddy exuberance of invention? Only one other English author even approaches Shakespeare's facility for coining new words: Sir Francis Bacon. In the modern era, the record holder is Charles Dodgson, better known as Lewis Carroll, who, interestingly, also happens to be the second most quoted author in English, after Shakespeare. Everyone has been profoundly molded by the influences of the King James Bible and Shakespeare. Like it or not, all of us peer at the world through the lenses of these great works. They are the primary source documents of modern English thought, the style guides of our minds. Contemplating these dazzling jewels of wisdom and eloquence gives rise to an extraordinary feeling, a potent, rare, and precious emotion with the potential to completely upset your life. An emotion powerful enough to make a man abandon his wife and children, forfeit career and reputation, lay down his possessions, and follow his heart without questioning. That sweet, sweet fusion of wonder and fear, irresistible attraction, and soul-numbing dread known as awe. Awe is the grail of artistic achievement. No other human emotion possesses such raw, transformative power, and none is more difficult to evoke. Few and far between are the works of man that qualify as truly awesome. It is awe that convinces a rabbi to spend a lifetime decoding Yahweh from the Pentateuch. Awe that sends millions of visitors each year to the pyramids of Giza, Guadalupe, and Mecca. It was awe that drove poor Delia Bacon to her doom. Now, please don't come away from this lecture thinking that the key to awesome game design is the installation of Easter eggs. Ordinary games with their contrived Easter eggs and cheat codes are like the Battery of the Month Club. You have to trudge down to the back of the store to get what you really came for. If superpower is what people really want, why not just give it to them? Is our imagination so impoverished that we have to resort to marketing gimmicks to keep players interested in our games? Awesome things don't hold anything back. Awesome things are rich and generous. The treasure is right there. One afternoon, I was sitting alone behind the counter at that old Radio Shack store. My boss had stepped out for some reason. An elderly woman walked through the front door. Like most of our customers, she was shabbily dressed, probably on a fixed income. I assumed she was there for her free battery, but instead, she placed a portable radio on the counter. This little radio came from the days when they boasted about the number of transistors inside on the case. It was completely wrapped in dirty white medical tape. The woman looked at me and asked, "Can you fix this?" Slowly, I unwrapped the medical tape, peeling away the layers until the back cover of the radio fell off, accompanied by a cloud of red dust. The interior of the radio was half eaten away by battery leakage and corrosion. I looked at the radio. I looked at the old woman. I looked back at the radio. I reached behind me, where the expensive alkaline batteries were hanging like prescription medication, and removed a gleaming 9-volt cell from its gold blister pack.
Then I pulled a brand new transistor radio from a box, installed the alkaline, and helped the lady find her favorite station. No money changed hands. She left the store without saying a word. Awesome things are kind of like that. Bach offered his students very specific insight into the source of awe. In addition to BACH, 2 other sets of initials are also associated with Bach's music. These initials are not hidden in the notes. Instead, they're scrawled right across the top of the manuscript for the whole world to see. The initials are SDG and JJ. SDG stands for the Latin phrase Sole Deo Gloria, to the glory of God alone. JJ stands for Jesu Juva, help me, Jesus. Bach wrote all of his great masterpieces sub specie aeternitatis, under the aspect of eternity. He did C'est un not cours compose only to please his sponsors or intéressant. to win the of an audience. His work was his worship. Bach once wrote, "Music should have no other end and aim than the glory of God and the recreation of the soul. Where this is not kept in mind, there is no true music, but only an infernal clamor and ranting." The name of the power that moves you is not important. What is important is that you are moved. Awe is the foundation of religion. No other motivation can free you from the limits of personal achievement. Nothing else can teach you the art of flight. Computer games are barely 40 years old. Only a few words in our basic vocabulary have been established. A whole dictionary is waiting to be coined. The slate is clean. Someday soon, perhaps even in our lifetime, a game design will appear that will flash across our culture like lightning. It will be easy to recognize. It will be generous, giddy with exuberant inventiveness. Scholars will pick it apart for decades, perhaps centuries. It will be something wonderful, something terrifying, something awful. A few years ago, I was invited to speak at a conference in London. My wife joined me, and we took a day off for some sightseeing. We decided to visit England's second biggest tourist attraction, Stratford-upon-Avon. It was cold and rainy when our train arrived. Luckily, most of the attractions are just a short walk from the station. We visited Shakespeare's birthplace, a charming old house along the main street, which attracts millions of pilgrims every year, despite the complete lack of any evidence that Shakespeare was born there or even lived anywhere near it. We went past the school where Shakespeare learned to read and write, although no documents exist to prove his attendance. We visited Anne Hathaway's cottage, the rustic country farm where his wife spent her childhood, although no record shows anyone by that name ever having lived there. Anne Hathaway, c'est marrant ça, c'est Finally, we l'actrice qui came s'appelle to comme the ça. one location undeniably associated with Shakespeare, Trinity Parish Church, on the banks of the River Avon, where a man by that name is buried. This beautiful church is approached by a long walkway,
between rows of ancient gravestones, shaded by tall trees. The entrance door is surprisingly tiny. No cameras are allowed inside. The interior is dark and quiet. Despite the presence of busloads of tourists, the atmosphere is hushed and respectful. A few people are seated in the pews, deep in prayer. An aisle leads up the center of the church. The left side of the altar is brightly illuminated. On the wall above is a famous bust of the bard, quill in hand, gazing serenely at the crowd of pilgrims. On the floor beneath, surrounded by bouquets of flowers, at the very spot where Delia Bacon lost her mind, the gravestone of William Shakespeare bears this dire warning. Good friend, for Jesus' sake, forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man who spares these stones, and cursed be he that moves my bones. Every year, 3 million pilgrims arrive from every nation on earth to approach this stone and consider the likeness of a man whose body of work can only be described as awesome. By contrast, the right side of the altar is dark and featureless. Nobody of any consequence is buried there. The only point of interest is a wooden case of simple design, carved of dark oak. Inside the case, sealed beneath a thick sheet of glass, lies a large open book. A plaque on the case identifies this book as a first edition of the King James Bible, published in 1611, when Shakespeare was 46. Not many pilgrims visit this side of the altar. Most of those that do simply glance at the book, read the plaque, and move along. A few, more observant, note that the Bible happens to be opened to a page in the Old Testament, the book of Psalms, chapter 46. No explanation is given for this particular choice of pages. For the initiated, none is necessary. If you are of inquisitive bent, if you are intrigued by English history and literature, if you value your peace of mind, cover your ears now. In the year 1900, a scholar noticed something about the King James translation of Psalm 46. Something terrifying, something wonderful. The 46th word from the beginning of Psalm 46 is shake. The 46th word from the end is spear. There are only 2 possibilities here. Ah, c'est un pseudonyme, quoi. Either this is the finest coincidence ever recorded in the history of world literature, or it is not. The Earth revolves around only one sun and has only one moon. The moon happens to be 400 times smaller than the sun. The sun happens to be 400 times farther away. And the apparent paths of the moon and sun in our sky happen to intersect exactly twice every month. Which means that every now and then, at long yet precisely predictable intervals, the lunar disk slips across the face of the sun and just barely conceals it for a few wonderful, terrible minutes. A fine coincidence, no? In June of 1977, a little man with divergent eyes and a talent for mischief ascended a hilltop in the British village of Ampthill.
At the summit of this hill is a tall, slender cross, a memorial to Catherine of Aragon, the first wife of Henry VIII. The sun, high in the south, cast the shadow of the cross upon the grassy hillside. At exactly 12 noon, the man removed from his pocket a bar magnet. He turned the magnet so its north pole was facing south and buried it under the shadow of the cross. 2 years later, a few hours before the publication of his first book, the man returned to that hillside, this time in the dead of night. He used a compass to locate the magnet he had buried. In that same place, he dug a hole in the ground and placed inside a ceramic container inscribed with the following words: "I am the keeper of the jewel of masquerade, which lies waiting safe inside me for you or eternity." Mhm. Et donc il me reste qu'un écran. Mais ce qui est bizarre, c'est que celui que j'ai trouvé la dernière fois, on va le refaire ici, celui-là. Non. Ça marche pas, on est d'accord.
Alors attendez. Là ça m'a tué là. Là les cinématiques m'ont carrément tué. Ça m'a tué. Il faut que j'arrive à reproduire cette forme-là et ces formes-là. Parce que là, ça reproduit celle-là, et là, ça reproduit ça. Mais le problème, c'est que ça ne reproduit pas les autres. Là, j'en ai reproduit que la moitié, en fait. Il faudrait que je fasse ça et ça, mais c'est pas possible. Est-ce que je pourrais pas inverser celle du haut et celle du bas? Ce qui voudrait dire que celle du haut, ça ferait ça. Et si j'inverse celle du bas... Non, ça va pas. Si je fais ça... Yes. Celle-là, c'est bon. Et donc là, on est d'accord, il faut que j'arrive à en éliminer... Il faut que j'arrive à éliminer une seule couleur. Genre ça pourrait marcher normalement. Ça marche pas. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi ça marche pas? Quand on fait ça, pourtant... Ça devrait marcher. Enfin, l'un ou l'autre, de toute façon, ça devrait fonctionner. Ah, mais ça veut dire qu'il faut que je me trompe deux fois alors? Enfin, que je fasse deux... Ah, alors ça voudrait dire comme ça, quoi. Ouais... Bon, ok. Alors là, en termes d'énigmes, on en est où? 501. Là, on est de retour ici.
Mais là, c'est ce truc-là, là, je vois pas. Pourtant, là, j'aurais trouvé la solution, mais je vois pas. Je vois pas le schéma là. Ça peut pas aller. Ce schéma-là, là, c'est bizarre. On est d'accord que ce bunker, enfin ce schéma-là, ils sont tous dans des endroits un peu particuliers là. Mais ce que je comprends pas. Merde, c'était pas par là. Si, c'était par là. Ce que j'arrive pas à capter. Est-ce qu'il y a un truc que je dois comprendre? Hmm. Il y a un truc que je dois capter, mais je comprends pas quoi. Ça doit être avec le moulin, ça, je pense. Ça, je sais pas. Là, il me reste 4. En gros, sur ce truc-là, il me reste 4. Ah, je peux pas les descendre, ça. Hmm. Je peux essayer de regarder si ici il y avait un truc, un jeu d'ombre ou de lumière. Mais je ne vois rien. Oh là, par contre, il y a quelque chose là.
Donc là, j'en ai trouvé 2. Donc en fait, il en reste plus beaucoup. Ok, putain la vache. Et mine de rien, faut les trouver, hein. Est-ce que ça, je peux le tourner ou pas? Non, je peux pas le tourner en plus de ça. Parce que là, tu vois, il y en avait 2. Et derrière, est-ce qu'il y a un truc qui pourrait me faire suspecter Non. Ah, j'étais pas venu dans cette pièce là. Donc celui-là on l'a trouvé, on est d'accord. Ouais. Celui-là on l'a trouvé également. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus à faire. Et là on va redescendre dans le côté... Ouais, au niveau ici. Peut-être qu'il y en a un que j'ai loupé là, je sais pas. Ça me paraît relativement étonnant. Surtout que je vois pas trop comment on pourrait en dessiner un autre. Je vois pas de... Peut-être dans le reflet. Non, je vois pas trop comment on pourrait en tout cas. Non. Non, je pense pas qu'il y ait quelque chose ici, je ne pense pas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon en regardant? Bon, j'essaie de trouver des alternatives, mais je vois pas. Du coup, avec tout ce qu'il nous racontait là, c'est peut-être parce qu'il veut nous dire qu'il y a des indices. Là, avec ces crevasses, là, il y aurait pas un truc à faire? La perspective... Non? Ah, c'est étonnant, hein. Ouais, 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 c'est quand même très étonnant.
Ah, parce que là, du coup, il reste toujours ce truc avec le moulin. Et à mon avis, il faut le faire tourner dans l'autre sens. Il tourne pas dans l'autre sens. Ah non, il s'arrête. Ah merde. Ah merde. Là, il s'arrête. Ouais, parce qu'on voit bien que... Mais qu'est-ce que j'ai branlé? Non. Quelque chose me dit que ça pourra pas marcher comme ça. Celui-là, on les a déjà fait. On l'a déjà fait, on est d'accord. On l'a déjà fait, on est d'accord.
a juste à attendre en fait qu'il fasse le tour complet. Parce que c'était le dernier, je crois que j'ai pas fait sur le moulin. Hein. Attention, on se prépare, il va falloir quitter la pale. Voilà, et on va aller le chercher en bas pour résoudre celui-là. Quoi? Pourquoi ça a pas marché? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez, quoi? On est bien d'accord que le moulin, il fait partie... L'énigme du moulin, ça fait partie de cet endroit-là. Là, les deux trucs qu'on vient de faire, les deux traits, on est d'accord que c'était... Voilà, c'était ceux-là. Là, ça veut dire qu'il me reste ceux... Et ça, c'est forcément en lien avec la... En lien avec le moulin, ça c'est sûr. Sûr et certain que ça, c'est en lien avec le moulin. En fait, ça correspond à des endroits. Chaque face correspondant à un endroit, j'ai l'impression. Là, on était d'accord que pour dire que celui-là, on l'avait résolu. Mais c'est pas possible qu'il faille être sur le côté. Ah merde, c'était pas le bon truc que j'ai vu. Ouais, c'était celui-là. Ah le con. Ah ben oui. J'ai fait le débile. Alors attendez. Mais t'es sérieux là? Oh non, putain. Oh l'enfer. Ouais, et puis là on est d'accord que si je peux pas reprendre là. Non, parce que si je prends ici, que je le fais sortir là, ensuite j'attends pour choper celui-là pour descendre.
Et là, il faut attendre que ça fasse la révolution. Ou alors c'est parce que l'autre palme est pétée et qu'en me mettant tout en bas, elle passe. On passe. C'est peut-être ça la solution. Que vu que la palme elle est pétée, la troisième, ça nous permet de passer en dessous. Peut-être que c'est ça. Hein. Ça serait pas étonnant que ce soit ça d'ailleurs. J'avais pas fait attention à ce détail. Mais peut-être qu'en me mettant tout en bas ici. Ouais, non, à mon avis, c'est pas ça la solution. Ah si, c'est ça. Ouais, regarde, vu qu'elle est pétée, hop. Voilà. Donc là, il faut faire attention à trouver la bonne pale. Enfin, le bon endroit. Et c'est celle-ci. Hop. Voilà. Et là, si on regarde bien... Mais alors du coup, je pensais que j'avais terminé le jeu, moi, mais en fait, pas encore. Mais elle est où cette putain de fin, là? Hop là! Et là, bingo! Il vient de se dessiner. Donc c'est ça. Et donc là, il me reste ça. Et ça. Et ça, alors, où est-ce que je les avais vus? Ah, mais ça, c'était pas la maison, là, justement. Est-ce que ce serait pas la maison? Enfin, ce truc-là, là. Ah, si, ça doit être ça, je pense. Je pense bien que ce soit ça. Est-ce que je peux avoir d'ici... Non, il faut que je fasse le tour, évidemment. Voilà. Est-ce que c'est pas par là? Non, mais d'accord, mais je peux pas faire le tour. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'on peut monter sur le toit, là. Alors que... Pourtant... Mais je pense que l'énigme est là, hein. Enfin, l'un des trucs, il est par là, hein. Celui-là, là... On doit pouvoir monter sur le toit, mais comment? Très bonne question. De tous les vases, il n'y en a qu'un qui est élevé, c'est celui-là, là. Il y en a qu'un qui est surélevé, c'est celui-là. Donc c'est pour ça que ça me paraît étrange. Ça me paraît étrange, vraiment très étrange. Là, ce vase-là, là, me paraît très étrange, là. On peut pas aller sur ce toit. Ah! Non, je suis con. Est-ce que je peux pas aller sur ce rocher-là? Si, je peux, là. Ah, ben voilà.
Oh! Oh! Il était là. Incroyable. Et donc maintenant il me reste qu'un petit. Ah! Mais non. Alors je me demande à quoi ça sert ces petits cadres là, parce que c'est pas la première fois. Enfin on n'arrête pas de les résoudre, genre. Mais ça fait rien, dès que tu les fais, ça fait rien en fait. C'est ça qui est bizarre, parce que de toute façon ils ont plusieurs solutions en plus de ça. Est-ce qu'il faut faire toutes les solutions sur chaque panneau? Je sais pas, ça me paraît étrange. Et là, le dernier qui me reste, ça fait un espèce d'arrondi. Oui, d'accord. Hein. Le dernier sur la statue là, enfin le dernier sur le monolithe gris, ça fait comme un arc de cercle un peu, mais un peu tordu quoi, ici. Et c'est cette perspective là. Donc ça fait comme ça, et il se situe. Donc ça se situerait vers là-bas alors? Ça on est d'accord que c'est le truc de la gouttière, hein, comme ça on... Droite, gauche, gauche, et donc ça se situe par là. Je vois que là où il pourrait y avoir une explication à ce niveau-là.
que ça pourrait pas être visible d'en haut? Pour moi, ça peut être que là parce que c'est selon les faces. Après, peut-être que je me trompe, hein. Mais selon les faces du monolithe, ça ne pourrait être que par ici. Je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre, honnêtement. Parce que quand on va par là... Non, ça va faire un truc genre... Et honnêtement, la seule pièce où j'ai pas trouvé de truc, c'était ici, quoi. Et comme par hasard, il y a une voûte qui pourrait correspondre. Mais je vois pas trop comment. La voûte pourrait penser à faire dessiner le... Non. Ah, sincèrement, je suis quasi sûr que c'est dans cette pièce-là. Réfléchis. Comment je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais trouver? Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, franchement là. Parce que là on est d'accord que celle-là on l'a résolue. Celle du dessus c'est idem. Si on se met bien, on la voit ici. Je sais pas pourquoi ce serait pas dans cette pièce là. Parce que après... C'est comme ce nuage là, je suis persuadé qu'il y a un truc à faire avec ce putain de nuage. Je l'avais trouvé le truc ici.
dans le bunker là, j'avais... Il y avait quoi ici? Ça, il me semble que je l'ai fait. Hein. Je ne vois pas... Je ne vois pas où j'aurais pu louper quelque chose. Honnêtement. Attends, on est d'accord, on l'avait trouvé. Hein. Ouais. Ça, on l'avait découvert aussi. Putain, si celui-là il était pas méga vicieux. Putain, tout est... Bon, c'est bon, on l'a trouvé du coup. La question c'est qu'est-ce que ça a fait du coup? Parce que c'était le dernier. Hein. Ah ouais, donc le truc est devenu gris quoi. Est-ce que ça fait quelque chose? Non, ça n'a rien fait de spécial. On va retourner dans le moulin là, parce que il y a un truc qui me chagrine quand même, c'est que là quand même on a ce truc ici. Et comment ça se fait que je ne l'ai pas? Parce que si je regarde la photo que j'avais fait du bordel, trois, deux, un. Je vois pas trop comment on pourrait faire ce symbole là en fait, c'est ça le problème. La difficulté c'est que je vois pas trop comment on pourrait faire ce symbole. Sur la planche là qui est tout au fond du couloir derrière nous, on a un symbole et je vois pas trop comment faire.
Bon. Il me manque un truc là. Et c'est bizarre. Parce que celui dont je parlais là, c'était celui-là, là, celui qui est ici. Là. Il doit déverrouiller un truc. Mais je vois pas. Est-ce que ça peut être... À quoi il correspond en fait? Je vois pas du tout. Là c'est comme là, hein, franchement. Là, on voit bien que c'est le début d'un cercle là. Hein. Ici là. En plus il me place tout seul. Je me mets là. Il suffit que je me mette là. Il m'a placé tout seul à un endroit là, c'est bizarre. Là il me place tout seul là. Oh les salauds, ça veut dire qu'il faut que j'active. Ah j'ai compris. Il faut que j'active une vidéo et sur une des vidéos, je vais avec certaines couleurs, je vais pouvoir faire ça. Ok, j'ai compris. Bon, pas trop d'intérêt à le faire. De toute façon, je compte pas le faire le 100% parce que honnêtement, chercher toutes les énigmes et tout, ça ne m'intéresse pas. Je pense avoir accompli le principal, enfin les principaux défis, qui était cette caverne, très clairement. Après, je sais pas si y a autre chose à faire. Hein. Cela dit, il me semble qu'il y a une porte que j'ai pas ouverte, il me semble. Et c'est la porte qu'il y a... c'est par où qu'on va aller? C'est par là, hein, si je dis pas de conneries. C'est la porte... Ça on a complété, ça on a complété. On l'avait vu. Ça on a complété, ça on a complété. Comme là, il y a ces trucs là, mais avec toutes ces couleurs, mais franchement, méga flemme à faire. Oui, c'était cette porte là. C'est probablement l'ultime défi à accomplir. Là, du coup, ça je l'ai fait. Bon bah écoutez, ouais, je pense qu'on va aller par là parce que c'est le seul truc qu'on n'a pas fait. Alors, vas-y, dis-moi tout mon pote. Ah oui, il faut que je le fasse en temps record. Faut que je le fasse, faut que genre ce soit c'est chronométré, d'accord. Il fallait le dire plus tôt, hein. Ah merde. Ah c'est chouette. Ah d'accord, donc quand on en complète un, il y a l'autre... Ah j'ai pas eu le temps. Quand on en complète un, il reste.
Enfin une musique autre que celle qu'on entendait dans la caverne. Oh, de ouf. Reste calme. Qu'est-ce qu'il faut faire au juste? Il faut les mettre par deux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. D'accord. On revient là. Yep. Là, il suffit juste de trouver le bon. Ah, d'accord. Le bon chemin. Bon, sois pas con. Non, reviens. Voilà. Quoi? Comment ça? J'avais pas pris en compte cela. Autant pour moi. Ah oui, d'accord. Oh putain, ça va être l'enfer ce truc là encore. Ouais, parce que là en gros il est en train de me dire que le seul endroit où je peux passer, c'est en faisant comme ça. 1, 2, 3. Ah ah ah, les boules. Non, ça je peux pas.
fin là quasiment, non? Oui, ça par exemple c'est des énigmes, on est censé... Enfin j'imagine que je suis à la fin du truc. C'est censé être quand même assez compliqué, mais finalement ça l'est pas tant que ça. Ouais, non, là. Mais c'est bon, je peux pas partir comme ça. Non. Non. Ok, j'ai rien dit. Là, c'est chaud.
Qu'est-ce que c'est casse-couille? Mais arrête d'aller si vite! Putain, c'est un relou. Ah mais je peux pas. Faut forcément que je commence comme un truc comme ça. Faut forcément que je fasse un truc comme ça, parce que sinon un truc en escalier comme ça, sinon je peux pas revenir. Le problème c'est que si je fais ça, là c'est pareil, je suis baisé. Faut que je fasse un truc, mais comme ça je peux pas non plus. Mais je peux pas. Le problème c'est que là il s'est coupé. Bon, je vais essayer de faire celui-là. Pour nous échapper de cette île. Il y a un truc que j'ai pas capté.
Parce qu'il me casse les glaouis là, c'est qu'on puisse pas passer par là. Il n'y a pas d'autre moyen en fait de compléter les lignes du bas que de faire ça c'est pas possible, tu vois. Je peux pas y arriver là comme ça. Il faut que j'arrive à repartir de là. Donc clairement c'est pas la bonne technique. Putain. En fait, il faudrait que je puisse repartir là. Putain, c'est chiant, tu peux pas visualiser le problème dans son ensemble. Il faut que tu le visualises comme ça, quoi. C'est vraiment relou. Il faudrait pouvoir démarrer comme ça, mais le problème c'est que t'as beau faire ça, tu te bloques la sortie là en fait, donc c'est pas possible, tu peux pas faire ça. C'est clairement pas possible. Là c'est clairement pas ça la solution. Là c'est clairement pas ça, c'est pas possible que ce soit ça. Et là c'est pareil, quoi que tu fasses, tu te bloqueras la sortie. Là c'est pas possible. Ce n'est pas possible non plus. Réfléchis, 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 bordel de Dieu.
c'est relou. On devrait être pas mal là. On y est là, non? On y est là. Oh, bingo, bingo. Yes. Alors, la suite des événements, ça se passe ici. Très difficile celui-là. Bon, on y est. Ça sorte les rochers de l'eau. J'aime trop cette ambiance zen là. Ah là là, ça me fait kiffer. D'accord. A star at dawn. At dawn. Une étoile à l'aube. C'est bon, on a fini le jeu là? Qu'est-ce qui se passe? A bubble A bubble in a stream. in a stream.
Mhm. Ah, le rayon vient de s'éteindre. What? Je vole là, je fais quoi là? Une bulle dans un ruisseau, c'est quoi là? Je me suis transformé en bulle? D'accord, il s'arrête aussi. A flash of lightning in a summer A cloud. flash of lightning Un éclair in a dans un summer nuage cloud. d'été. Il y avait un truc à faire avec ce nuage, c'est sûr. Tous les écrans s'éteignent. Ça reboot, qu'est-ce que ça fait? C'est joli quand même. A flickering lamp. A flickering lamp. Fascinante. Oh! Ah, je l'avais vu, ouf. Mais je vois pas trop ce que ça fait, ouais. Enfin, c'est ça la fin, y a pas... On retourne dans notre caverne, quoi. Les portes se ferment. Je comprends pas très bien, là. A phantom. A phantom. Phantom. Un fantôme, ouais. Phantom. Ouais, tout reboot, quoi. Non, mais c'est une blague. C'est une pure blague, on revient au tout départ, c'est ça la fin, il n'y a pas un générique, il n'y a rien, il n'y a pas d'explication que dalle. And a dream. And a dream. And a dream. Quoi? Non mais c'est une blague. Quoi? Attendez, le jeu se termine comme ça, sérieux? Non, je n'y crois pas. Ceci est une blague, j'espère. Non, mais non, mais non, non, ce n'est pas une blague. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ça se termine vraiment comme ça? Mais c'est une pure blague, non? Mais c'est de la merde. C'est tout quoi. On peut quand même refaire d'autres énigmes, c'est assez marrant ça quand même. Et le reste. Bah écoutez, je sais pas, hein. Est-ce qu'il y aurait pas un endroit que j'ai oublié de visiter à tout hasard? Est-ce qu'il y aurait pas un endroit que j'ai oublié de visiter? Ça me paraît tellement étonnant que ça se termine comme ça, franchement. Franchement, si ça doit se terminer comme ça, c'est pas possible. Je vous le dis tout de suite. Non, non, je refuse. Je refuse que cela se termine comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, il veut pas. Je refuse, je refuse, je refuse. Non! Il y a forcément un truc. Je pense que c'est parce que j'ai pas complété l'autre truc, donc je suis bien passé à côté d'un truc. C'est obligé, je vois pas comment ça pourrait être possible autrement. Trop duc. Pourquoi il veut pas là? Attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Mais qu'est-ce que tu me saoules? Est-ce que ça compte comme étant des résolutions ou pas? Non. De toute façon, je crois qu'on les avait déjà faites, celles-là. Là, on va où? Non, c'est pas là que je veux aller. Parce que il y a un truc, peut-être, que je n'ai pas fait encore. Non, si, c'était bien là, en fait. Il y a peut-être un seul endroit où j'ai peut-être loupé un truc. Et cet endroit,
c'est au niveau du bateau. Parce que je suis pas beaucoup allé à cet endroit là. Là, il y a le bateau. Et probablement que c'est là que j'ai loupé un truc. C'est au niveau de ce bateau là. Parce que là en plus on voit les énigmes là. Il m'en reste mais énormément à faire. What? C'est fou tout ce qui me reste. C'est incroyable. Mais le bateau, pour y accéder, il me semble que c'est par le château. Oh. If a man, holding a belief which he was taught in childhood or persuaded of afterwards, keeps down and pushes away any doubts which arise about it in his mind, purposely avoids the reading of books and the company of men that call into question or discuss it, and regards as impious those questions which cannot easily be asked without disturbing it, the life of that man is one long sin against mankind. But, says one, I am a busy man. I have no time for the long course of study which would be necessary to make me in any degree a competent judge of certain questions, or even able to understand the nature of the arguments. Then he should have no time to believe. William K. Clifford, 1874. Mhm. On voit bien là que ça doit se passer dans ce sens-là. Donc, bref, oui, voilà, ce fameux bateau là. C'est là-dedans là que j'ai dû oublier un truc là. Là on voit bien la corde ici, c'était justement un des trucs que j'ai vu sur un des symboles que j'ai vu sur le un des symboles que j'avais vu sur le monolithe. Voilà.
On voit bien là qu'il y a quelque chose là. Il y a un rond là. Est-ce que je l'ai déjà vu celui-là ou pas? C'est toute la grande question, mais bon. Là, est-ce que l'on le voit bien? Ce qui est même étonnant. Ah, ici, là, il commence à me le proposer. C'est bon. Ah, ce que je m'étonnais qu'il me... Voilà, ok, ça on l'a vu. Franchement, ça m'étonne. Je suis sûr que c'est par là que j'ai oublié un truc parce que je vois pas où ça pourrait, comment ça pourrait être autrement que sur ce bateau là. Parce que j'ai rien fait sur ce bateau quasiment. Oh, bah tiens, en parlant du truc. Voilà. Là c'est pareil, il y en a un autre là. Il y en a un là. Putain, il y en a partout des trous là. Oh la vache, tout ce qu'il y avait. Là c'est pareil, en question de subjectif, de perspective. Peut-être trouver parce que on va trouver ce truc là. Là on vient de voir un espèce de reflet ici là. Là oui. Ce truc rouge là, est-ce que ce serait pas un signe de quelque chose? Hum, 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 hum. Ah! Je l'avais pas vu cette porte là avant. C'est méga étonnant que j'ai pas vu cette porte là. Ah!
Il y a un rapport avec les gouttes là, je le sens. Yes, le... en fait, alors, c'était cool le truc qu'on voyait. Il faut retourner dans le moulin du coup. Pour aller mettre ce dernier truc et après on va refaire ça parce que c'est bizarre que honnêtement j'ai pas réussi à, enfin que ça m'ait remis dès le départ quoi. Je trouve ça très étonnant. Il y a forcément une deuxième fin parce que si c'est ça la fin du jeu, enfin il n'y a aucune explication de quoi que ce soit à part que oui tout à l'heure il a expliqué que les easter eggs machin chose, enfin je vois pas d'autres explications. Il nous a dit qu'en gros, pour nous fasciner, il fallait qu'on ait des mystères à résoudre. En gros, c'est ce qu'il disait. Alors, ça nous disait quoi ce truc là? Qui c'est ça encore? Bon, il parle pas. Pas à nous regarder, c'est tout ce qu'il fait, d'accord, merci beaucoup. Non mais parce que du coup je suis sûr que c'est avec ce mec là qu'il va falloir... Parce que les couleurs des plantes ressemblent un peu à ce que on voyait. Open. Because you say yes.
unconditionally and indiscriminately to all appearances of the mind, body, and world. Like empty space, you have no mechanism inherent within you that can resist any appearance. We don't have to make this the case, it is already the case. Empty, because although you, I, this aware presence, is aware of thoughts, sensations, and perceptions, it is not made out of a thought, a sensation, or a perception. It is made out of pure knowing or awareness. And luminous, because just like the sun, relatively speaking, that renders all objects seeable, so you, I, this open, empty presence, renders all experience knowable. In fact, we don't really see objects, relatively speaking, illumined by the sun. We just see reflections or modulations of the sun's light, appearing as a multiplicity and diversity of color. In the same way, we don't really know the objects of the mind, body, and the world. We just know our knowing of them. All we know, all that is known, is the knowing of experience. And you are that knowing. All that is ever known is a modulation of our own knowing presence, modulating itself in the form of thinking, sensing, and perceiving, and seeming to become a mind, a body, and a world. But we never actually know a mind, a body, and a world as they are normally conceived. We just know our knowing of them. And this knowing, the substance of our experience, the only substance of our experience, is ourself. In other words, we know ourself alone. Awareness knows nothing other than itself. Be knowingly this open, empty, luminous presence of awareness. We don't need to do anything special to make this happen. Above all, we don't have to manipulate the mind in any way whatsoever to be this presence of awareness. This presence of awareness, which is simply our self, what we refer to when we say I, is ever present. Bon, clairement ça saoule ce truc là. Mais n'empêche que je me pose... Je me demande bien à quoi ça sert ce truc là quand même. Parce que c'est un coffre, c'est un des coffres qui ressemble à ça, mais pourquoi je peux pas
Je vois pas. Parce que le seul truc où il y a un truc comme ça, c'est. Il y a deux endroits, il me semble, sur la map où il y a une espèce de puzzle comme ça. Et si je dis pas de conneries. Non, mais parce qu'en plus, ces vidéos là, elles servent à rien, on est other d'accord. than now. Try to experience the not now. Try first to experience the Parce qu'il past. me semble que ce puzzle là, c'est au début du jeu. It's easy Juste to au début experience du a jeu, là, il y a thought un espèce d'écran about the orange, là, on l'a past. vu tout à l'heure quand on a fini But what about the le actual jeu. past to which Il y a un this truc qui thought ressemble à ça. refers? Et il me semble que à Try to côté experience that. de la forêt de bambou, là, quand on veut y aller, il y a un autre truc qui ressemble, mais je suis pas sûr. Je vais aller voir de ce côté-là. Can you step into the past? Can you go 1 second into the past? Or 1 second into the future? Thought can go there. But what about you? Really try to go there to make sure that this is not just an interesting philosophical conversation, but that it is actually your experience. That the past and the future are never experienced. And if the past and the future are never actually experienced, they are only thought about. And that thought about the past and the future is always now. If this past and future are never experienced, what does that say about time? Time is a movement between a non-existent past towards a non-existent future. It's a theory, a necessary and valid theory, but a theory that doesn't refer to the reality of our experience. Nobody has ever or could ever experience time. When I say nobody, I mean yourself, awareness, the only one that knows or is aware. Il est chelou ce gars-là. When I arrived off the plane from London to in Washington D.C. Il est même un petit peu trop long à vrai dire. Before coming here, the friend who picked me up asked me how the flight was, and she said, "How long did it take?" And I experienced thought being cranked up like an old motor, a little resistant to get going. And for a moment, I could feel the cogs of thought almost moving, trying to work out how much time the flight had taken. Because in my experience, it had been now all the way. I had never left London. London had left me. I had never got onto an aeroplane, a flow of sensations and perceptions that thought abstracts and calls a body in an aeroplane, flowed through me. And I never arrived in Washington, D.C. Washington, D.C. arrived in me, or at least the cluster of perceptions that thought calls Washington, D.C. arrived in me. In the same way, nobody ever walked into this room, and nobody is sitting on a chair, and nobody is listening to a talk. A colorful flow of sensations and perceptions
appears in awareness. But awareness never goes anywhere or does anything. It is always here and now, not here a place and now a time. Here, this dimensionless, now this timeless presence of our own being. That is our experience, whether we recognize it or not. Me dites Now, the pas mind que may feel a little rebellious when it hears this. ça représente le temps que ça dure. It may say yes, 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 that's true, but there is an undeniable continuity to my experience. And where does this felt sense of continuity Ah si, ça représente vraiment le temps que ça dure, quoi. Ouais, d'accord. Allez, salut. Franchement, il m'a trop saoulé. Donc, je disais là, ce schéma, je connais que 2 endroits sur la carte, enfin dans le jeu là, où on pourrait éventuellement le produire. Il y en a un, c'est à côté de la forêt là. Il me semble, je suis pas sûr. Quand on retourne au village. Ça là. Mais non, c'est pas aussi gros. Et donc l'autre endroit où on pourrait éventuellement le faire, ce serait au tout début là-bas là. Il y aurait le premier truc qu'on doit activer avec les 3 tableaux là, ça ressemblait à ça, mais je vois pas pourquoi tout d'un coup il faudrait y aller quoi, ça serait très étonnant. Bon enfin on va quand même y aller, on va vérifier parce que vu que ce jeu est plein de mystères, peut-être que c'est ça. Tout à l'heure quand on est repassé ici là, je me suis rappelé qu'il y avait ce truc là. Merde, du coup faut que je remette celui-là. Oh fait chier. Ah oui c'est là, il va là-bas. Tac 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 tac. C'est pénible. Voilà. Ah, parce que ce qui m'étonne, c'est qu'il y a ça là aussi. Là, j'avais vu cette énigme là. J'arrivais pas à la reproduire. Mais là, voilà, quand on regarde ça, ça ressemble vraiment à trait pour trait à ce qu'on a vu dans la caverne. On va essayer de le résoudre comme ça. 1, 2, 3. Non, ça va pas donner. Parce que j'avais pas dit ça dans ma tête. Dans ma tête, c'était genre 2, 3. Tac. 2 et 1. Ah.
Ça a fait quelque chose quand même. Hein. Est-ce que là ça ferait pas le truc avec le... Oh les bâtards. What? C'est quoi ça? What? Mais on est où là? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, fait chier, j'ai plus une... Je reviens. Je n'ai plus du butterfly devant le cadre parce que... Ouf. Ah, j'ai acheté le casque Alienware là, le dernier qui est sorti là. Il se décharge trop vite, je trouve. Je m'étais dit que je ferais une review dessus, mais honnêtement, ça me saoule un peu de le faire. Parce que j'ai pas grand chose à dire, j'y connais pas grand chose en truc comme ça. Donc... Le pas le PC quand même, ça serait con. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, bon voilà. C'est chelou, on dirait que je sais pas ce que ça représente tout ça. Ever in my life have I sought thee with my songs. It was they who led me from door to door, and with them I have felt about me, searching and touching my world. It was my songs that taught me all the lessons I ever learned. They showed me secret paths. They brought before my sight many a star on the horizon of my heart. They guided me all the day long to the mysteries of the country of pleasure and pain. And at last, to what palace gate have they brought me in the evening at the end of my journey? Mhm. C'est joli, hein. Les photos sont jolies. Enfin, les tableaux sont jolis, j'aime bien. Là, j'en ai revu un autre, là. Audio by Wabi Sabi Sound. Andrew Lackey, Bo Anthony Jimenez, Jeff Garnett, Luca Fusi, Eric Lorenz. D'accord.
The core development team of The Witness was comprised more or less as follows. Ah, Design and generally steering the ship, Jonathan Blow. Programming, Ignacio Castaño, Salvador Belmurciano, Andrew Smith. Modeling and texturing, Luis Antonio, Orshi Spaniol, Eric A. Anderson. c'est tout? Y a que ça? The core development team of The Witness was comprised more or less as follows. Design and generally steering the ship, Jonathan Blow. Jonathan Blow. Programming, Ignacio Castaño, Salvador Belmurciano, Andrew Smith. Modeling and texturing, Luis Antonio, Orshi Spaniol, Eric A. Anderson. Mais alors attendez. Peut-être ça situé dans les nuages. C'est relativement bizarre. Mais là on arrive dans la grotte là. What? Mais c'était la grotte de tout à l'heure. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Additional contributions in modeling by Shannon Galvin, Alex Hayworth, Andrea Blazic, Eric Urquhart, and David Hellman. Additional contributions in programming by Casey Miratori, Andrew Heenick, Nicholas Ray. D'accord. C'est méga spécial. Hein. On peut pas l'activer d'ici. Mais regarde. C'est trop bizarre, tu te téléportes en fait en gros. Là, en fait quand tu vas en face, tu viens ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'arrive pas à se voir. C'est un peu comme Portal, hein, en fait, finalement. D'accord. Ok. Si tu veux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Special thanks to Jeff Roberts, Daniel Massio. D'accord, très bien, oui, merci. Ok. C'est très particulier, hein. C'est... Waouh, ça fout... Ouais. C'est chelou, quoi. C'est bizarre, c'est des trucs qu'on voit pas, ça, dans le jeu. Voice performances by Ashley Johnson. Phil Lamar. Tara Deva. And Matthew Waterson. Dialogue recorded at Warner Brothers Studios. Project Manager, Emma Weston. Casting Director, Pierce O'Toole. Voiceover Director, Liam O'Brien. Sound Engineers, Alan Friedman, CAS, R. Dutch Hill. Dialogue Editor, Goen Lee. Director of Photography for the office shoot, Caroline Harrison. Early placeholder voice work by Trisha Miller, Andrew Burlinson, and Daniel Van Thomas. Tom Bissell served as an early story consultant. The quote from Augustine of Hippo was translated by Michael Nagler and can be found in Eknath Iswaran's book, God Makes the Rivers to Flow.
Si tu t'es observé tout le long de ton aventure, c'est très bizarre. Ah, tu vois bien que c'était jouer avec l'ombre, il fallait voir qu'il tienne un verre. In-house playtesting by Francis Dooling, Michael Calandra, Timothy Steen. Thanks to our friends who helped playtest: Daniel Ben-Mergui, Mark Ten Bosch, Vi Hart, Chris Hecker, Brian Moriarty, Chris Butcher, Aaron Robinson, Jeff Roberts, Juan Chun. Special thanks to our friends at Sony: Nick Sutner, Adam Boyes, Justin Massengill, Alessandro Bevenzi. Là, tu vas te passer complètement ailleurs. Ah, c'est joli, hein. Ah, on a l'impression qu'on va arriver dans un aéroport et qu'on va devoir décoller, quoi. Et donc cet endroit... Mhm. On visite les bureaux, quoi. Il y a un autre qui est apparu. Ah oui, d'accord. C'est très bizarre. En fait, tu vois une image en des bureaux, quoi. C'est très bizarre, vraiment. Très chelou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est limite flippant, hein. De quoi s'agit-il? Ah, d'accord.
On est à la place du créateur, c'est ça?
On peut rien faire là. Pendant cette cinématique, on ne peut absolument rien faire. Ok, bon bah écoutez, je crois que voilà, hein, on a dû voir enfin la fin de The Witness, je pense que c'était ça. Alors en fait on s'est fait chier à faire plein de trucs pour pas grand chose. Ah et on reprend là. D'accord, et est-ce qu'on peut quand même passer à travers ce portail ou pas? Ah non, on est baisé. En fait faut le faire. Ouais, d'accord. Bon bah écoutez, on va se laisser là-dessus, hein. Là je pense qu'on a réellement tout fait. On a réellement tout fait, je vois pas... Je vois pas comment on pourrait avoir autre chose que ceci. Ouais. Ouais. Là, je pense qu'on est vraiment bon pour se dire définitivement au revoir pour The Witness. Ouais, je pense que là, franchement, on n'est pas mauvais. Bon bah écoutez, voilà, c'était un plaisir de faire ce jeu malgré tout et malgré cette caverne là, enfin cette grotte insupportable. C'était quand même sympa. Quand on regarde 517, il me reste pas non plus tant que ça, je pense, d'énigmes à résoudre. Une petite, moins d'une petite centaine. Donc écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Flemme de les faire en totalité. Puis surtout, je vois pas vraiment l'intérêt, vu qu'on a quand même découvert plein de choses. On a rempli les principaux objectifs que je m'étais fixé, c'est-à-dire arriver au bout du jeu. Nous l'avons fait. Voilà, probablement quelques petites énigmes à résoudre en plus, notamment avec les monolithes là où je n'ai pas tout débloqué.
Mais on dira qu'on a quand même fait la plus grande majorité des énigmes. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas encore sur quel jeu, mais en tout cas, ce sera... Alors, j'enregistre cette vidéo, enfin, je fais ce live. Nous sommes le 8 août maintenant. Bon, il est 3h du matin, mais nous sommes le 8 août. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a Xenoblade Chronicles 3 qui est sorti. J'hésite à faire une vidéo dessus. Ou alors à faire une vidéo sur autre chose. Enfin bon bref, voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nuit. Portez-vous bien. Et à la prochaine pour un nouveau live. Allez, salut.